Imaginez un monde où une seule chose peut se trouver à plusieurs endroits en même temps. Un monde où, pour atteindre une destination, vous pouvez suivre tous les chemins possibles, en même temps. Où deux particules séparées par des milliers de kilomètres parviennent à s'influencer instantanément, comme si elles avaient un lien invisible. Et où même un simple mur n'est peut-être pas vraiment un mur. Eh bien, ce monde existe. Et le plus incroyable, il n'a besoin d'aucune substance hallucinogène pour être vu, juste d'un peu de curiosité scientifique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les étrangetés de la matière à son échelle la plus extrême, l'univers de l'infiniment petit. Bienvenue dans le monde fascinant et un peu fou de la physique quantique. Dans cette vidéo, qui sera un peu décousue, comme tout dans le monde quantique, l'objectif est d'expliquer les découvertes les plus incroyables sur la nature de la réalité microscopique. Et tout cela sans formule compliquée, juste avec de bonnes images et des analogies. La dualité onde-particule. Et pour commencer, l'une des découvertes les plus impressionnantes de la science. Dans le monde quantique, les choses se comportent de manière complètement différente de ce que nous voyons dans notre quotidien. Dans l'univers classique, celui dans lequel nous vivons, avec des objets comme des voitures, des balles, des téléphones, tout a une trajectoire claire et un comportement prévisible. Maintenant, prenons un exemple simple. Imaginez que vous lancez un téléphone portable vers un mur avec deux fentes. Que se passe-t-il? Il va soit passer par l'une des fentes, soit heurter le mur et rebondir. Dans tous les cas, si vous le filmez, vous saurez exactement où il était et ce qui s'est passé. Après tout, le téléphone portable a une masse, un volume et une position. Mais dans le monde des particules subatomiques, comme les électrons, les photons et les neutrons, l'histoire change complètement. Quand l'une de ces particules est lancée, elle ne choisit pas un seul chemin. Elle parcourt tous les chemins possibles en même temps. Ce n'est que lorsque nous essayons de mesurer sa position qu'elle décide, pour ainsi dire, où elle se trouve, comme si elle s'effondrait d'une onde à un seul point. Autrement dit, dans le monde quantique, une particule peut se trouver à plusieurs positions en même temps et passer par plusieurs chemins simultanément. Cela semble impossible? Eh bien, c'est exactement ce que nous voyons dans l'une des expériences les plus connues de la physique, l'expérience de la double fente. Dans cette simulation, nous pouvons voir ce que nous appelons la fonction d'onde d'une seule particule envoyée vers les deux fentes. Une partie de cette onde est réfléchie, tandis qu'une autre traverse les fentes et continue. Ce que nous voyons ici est la carte de toutes les régions où la particule pourrait se trouver avant d'être observée. C'est pourquoi, quand nous parlons de particules quantiques, nous ne pouvons plus imaginer des objets solides avec une position définie. Elles sont mieux décrites comme des ondes de probabilité, une sorte de brouillard mathématique qui nous indique où il est plus probable de les trouver. D'ailleurs, nous avons déjà beaucoup parlé de cette expérience ici sur la chaîne. Et écoutez, si tout cela vous semble déjà bizarre, préparez-vous, nous n'avons même pas encore commencé à parler du principe de superposition. Allons revenir à notre exemple du téléphone portable. Si vous le lancez contre un mur et décidez d'analyser son mouvement, vous pourrez savoir à n'importe quel instant à quelle vitesse il se déplace par rapport à vous. C'est quelque chose d'évident, n'est-ce pas? Un objet comme ça a une vitesse bien définie dans l'espace. Mais maintenant, imaginons que nous puissions rétrécir jusqu'à la taille d'un électron. Prêt? Tout ce que nous connaissons part en fumée. Au niveau quantique, les règles changent complètement. Une particule, qui comme nous l'avons vu se comporte aussi comme une onde, peut exister dans plusieurs états en même temps. Ces états sont appelés superpositions. Cela signifie qu'un électron peut être ici et là simultanément, peut avoir plusieurs vitesses et différents niveaux d'énergie, tout en même temps. Et le plus fou, ce n'est pas seulement une question d'ignorance du genre « Ah, on ne sait pas encore où il est ». Non, il est littéralement dans plusieurs états en même temps. Ce n'est que lorsque nous essayons de mesurer, quand nous forçons vraiment la particule à se montrer, qu'elle choisit l'un des états possibles. C'est comme si elle disait « D'accord, maintenant je vais m'effondrer ici ». Pour illustrer cela, pensez à un trompettiste jouant en même temps la note Do et la note Sol. Sauf que vous n'entendez que l'une des deux.
Et cette note ne se révèle qu'à la dernière seconde, au moment où elle arrive à vos oreilles. C'est la logique du principe de superposition. Tant que personne ne regarde, toutes les possibilités coexistent. Mais au moment de l'observation, tout se résume à un seul résultat. Et il y a un détail de plus qui rend tout encore plus fou, le facteur chance. Oui, le résultat de la mesure dépend en partie du hasard. Et ce n'est pas un hasard parce que nous n'avons pas assez d'informations, c'est un hasard vrai qui fait partie de la nature même de la réalité microscopique. À ce comportement, nous donnons le nom d'indétermination. Il n'existe aucune façon de prédire avec certitude où un électron va apparaître ou quelle sera exactement la valeur de la mesure. Mais calme, cela ne veut pas dire que n'importe quel résultat est possible. Ce hasard a des règles. Il est guidé par des probabilités bien spécifiques. C'est comme lancer un dé truqué. Il peut tomber sur n'importe quel numéro, mais certaines faces ont plus de chances d'apparaître que d'autres. Et il y a des résultats qui ne sortiront simplement jamais. Par exemple, imaginez qu'une particule soit en état de superposition entre deux vitesses, 1000 km/h et 3000 km/h. Si vous mesurez la vitesse, vous n'obtiendrez jamais 2000 km/h, qui serait la moyenne entre les deux. Cette vitesse n'existe pas comme une option valide. L'électron ne tombera jamais au milieu. C'est comme si chaque fois que nous essayions de mesurer quelque chose comme la vitesse d'un électron, il tirait une sorte de carte de sa propre fonction d'onde, lançait le dé quantique, ce dé avec des chances bien définies, et en fonction de ce résultat, décidait où et comment il allait se manifester. Malgré le fait que le monde quantique semble une véritable folie, et en effet à bien des égards il l'est, cela ne signifie pas que tout est permis. Bien au contraire, dans cet univers microscopique, il y a des règles extrêmement rigides. Certaines valeurs sont simplement interdites. Et c'est pourquoi nous disons qu'à ce niveau de la réalité, les choses sont quantifiées. Quantification. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'une fonction d'onde, par exemple, ne peut prendre que des formes spécifiques, des valeurs très bien définies. Un électron, par exemple, ne peut pas avoir n'importe quelle vitesse ou n'importe quel niveau d'énergie. Il ne peut prendre que certaines valeurs exactes, déterminées par les lois de la nature. C'est comme s'il avait une palette d'options limitées. Une bonne analogie est d'imaginer un instrument de musique. Un accordéon diatonique, par exemple, ne peut vibrer que de certaines façons, émettre certaines notes, parce qu'il est limité par ses caractéristiques physiques. Des notes intermédiaires? Oubliez. Elles sont interdites par la structure même de l'instrument. Dans le monde quantique, les particules fonctionnent plus ou moins comme ça. C'est un univers discontinu, fait d'escaliers, pas de transition douce. Quand une particule change d'état, d'énergie ou de vitesse, elle le fait de manière brutale, comme si elle sautait d'une marche à l'autre. Imaginez quelle folie ce serait si, dans notre quotidien, nous ne pouvions faire que certaines actions à des valeurs fixes. Par exemple, vous ne pourriez boire qu'un verre de 250 ml ou une bouteille de 1 litre, rien entre ces deux volumes. Ou vous ne pourriez conduire qu'à 20 km/h et puis d'un coup sauter à 150 km/h sans aucune vitesse intermédiaire. Bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est le comportement standard dans l'univers des particules. Revenons à notre exemple de la particule qui peut être en même temps à des vitesses de 1000 et 3000 km/h. Si nous répétions l'expérience des milliers de fois dans les mêmes conditions, nous commencerions à percevoir un modèle dans les probabilités. Peut-être qu'elle apparaît avec 50% de chance à chacune des vitesses, ou 90% à l'une, 10% à l'autre, ou 25, 75. Bref, ce qui importe, c'est que ces probabilités existent et suivent des règles. Ce n'est pas un tirage au sort fou. En résumé, dans le monde quantique, les particules peuvent être en superposition d'états, et ces états ont des valeurs quantifiées, discrètes, pas de demi-mesure. Sommes-nous quantiques? Mais alors vient la question inévitable. Si tout dans l'univers est fait de particules quantiques, pourquoi dans le monde normal ne voyons-nous pas ce comportement de superposition au quotidien? La réponse est dans l'environnement. Contrairement aux conditions hautement contrôlées d'un laboratoire,
Dans notre monde quotidien, les particules interagissent constamment les unes avec les autres, avec la lumière, la chaleur, d'autres particules, tout en même temps. Et ces interactions constantes forcent la particule à choisir rapidement un seul état. C'est ce que nous appelons la décohérence. L'effondrement de cette superposition se produit si rapidement que nous ne le remarquons même pas. Plus l'objet est grand, plus cela se produit vite. Plus il y a de lumière et de matière autour, plus la superposition devient fragile. Vous voulez un exemple? Une molécule complexe, ici dans l'air que nous respirons, perd son état de superposition en impressionnante 10 élevé à moins 30 secondes. Maintenant, placez cette même molécule dans un laboratoire avec un vide presque parfait, mais encore avec présence de lumière, et elle parvient à maintenir la superposition pendant 10 élevé à moins 13 secondes. Et, théoriquement, dans le vide presque absolu entre les étoiles, cette même molécule pourrait maintenir l'état superposé jusqu'à 32 000 ans. Surréaliste, n'est-ce pas? Tout cela met déjà la tête à 100 à l'heure. Maintenant, préparez-vous, car voici le principe d'incertitude de Heisenberg. Revenons encore une fois à notre exemple préféré, le téléphone volant. Si vous le lancez en l'air et connaissez la masse et la force avec laquelle vous l'avez lancé, il est très facile de prédire sa trajectoire. Même sans faire de calcul avancé, il suffit de garder les yeux dessus pour savoir exactement où il va tomber. Cela parce que, dans le monde classique, le monde que nous connaissons et vivons, les objets ont une position et une vitesse bien définies. À n'importe quel instant, ils sont à un endroit spécifique, avec une vitesse spécifique. Simple comme ça. Comme vous le savez déjà, dans le monde quantique, non. À l'échelle des particules subatomiques, il est impossible de savoir avec précision, en même temps, la position et la vitesse d'une particule, peu importe la qualité de votre équipement. C'est une limitation imposée par la nature elle-même. C'est le fameux principe d'incertitude de Heisenberg. Il nous dit que plus vous essayez de savoir précisément où une particule se trouve, moins vous pouvez savoir sa vitesse, et vice-versa. C'est comme si l'univers disait « choisissez une information ». Les deux en même temps, impossible. Si notre téléphone portable était une particule quantique, ce serait à peu près comme ça. Ok, il tombe à 22 km/h, mais je n'ai aucune idée d'où il est maintenant. Il peut être n'importe où autour de moi. Ou alors, je l'ai localisé, il est juste là. Mais maintenant, sa vitesse, elle peut être 0, elle peut être 1 million de km/h, qui sait? Ce principe nous oblige à affronter un fait un peu gênant. Nous ne pouvons pas avoir toutes les réponses en même temps. La réalité quantique est comme un voile. Quand vous soulevez un côté pour mieux regarder, l'autre côté se cache. Nous sommes toujours un peu dans le noir, ne voyant qu'un morceau de la vérité. Imaginez si cela se produisait dans notre monde quotidien. Par exemple, vous survolez Rio de Janeiro. Mais en essayant de savoir exactement où vous êtes dans le ciel, vous perdez complètement la notion de la vitesse de l'avion. Ou alors vous savez que vous volez à exactement 900 km/h. Mais maintenant, vous pouvez être n'importe où en Amérique du Sud. Un peu perturbant, n'est-ce pas? Eh bien oui, mais ce n'est pas tout. Le principe d'incertitude ouvre la voie à un autre phénomène encore plus étrange, l'effet tunnel. Faisons encore une fois voler notre pauvre téléphone portable, cette fois directement contre un mur. Et soyons honnêtes, peu importe combien de fois vous répétez l'expérience, des dizaines, des milliers, des milliards de fois, le résultat sera toujours le même. Il va heurter, il va tomber, il va se casser. Mais il ne traversera jamais le mur. Maintenant, et si le téléphone était une particule quantique? Là, l'histoire change. Dans le monde subatomique, il y a une chance, petite mais réelle, que la particule traverse une barrière qu'en théorie, elle ne devrait pas pouvoir franchir. Comme si un tunnel invisible surgissait, lui permettant d'apparaître de l'autre côté. Ce comportement étrange se produit parce que, à cette échelle, les particules se comportent aussi comme des ondes de probabilité. Et les ondes, comme nous le savons, ont un comportement bien différent des objets solides. Si une onde a assez d'énergie, quand elle rencontre une barrière, la majeure partie peut rebondir, oui. Mais une partie minuscule peut pénétrer la barrière, et si cette barrière n'est pas trop épaisse, cette partie peut même émerger de l'autre côté. Vous voulez une comparaison plus concrète? Pensez à ce voisin animé qui écoute du Foro à plein volume. Vous fermez la porte, mais le son passe encore. Pourquoi? Parce que l'onde sonore, en heurtant le mur, même s'il est relativement épais, parvient à le traverser et à vous atteindre. C'est à peu près l'esprit de l'effet tunnel. Ouvrons ici une parenthèse importante.
Le fait qu'une partie minuscule de l'onde de probabilité parvienne à traverser un mur ne signifie pas que la particule est vraiment passée de l'autre côté. Ce qui se passe, c'est que, en tant que fonction d'onde, elle existe simultanément des deux côtés de la barrière. Cela ouvre la possibilité que, si nous essayons de découvrir où se trouve la particule, elle puisse apparaître de l'autre côté. C'est comme si, pendant un instant, un tunnel microscopique et invisible s'ouvrait, presque un miracle quantique. Et, aussi fou que cela paraisse, ce phénomène, l'effet tunnel, est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes ici maintenant, en train de regarder cette vidéo. Sérieusement. Parce que c'est cet effet qui permet au Soleil de briller. Voyez-vous, à l'intérieur des étoiles se produit la fusion nucléaire, l'union de noyaux atomiques, mais ces noyaux sont tous chargés positivement et se repoussent naturellement, comme deux aimants du même pôle. Pourtant, grâce à l'effet tunnel, cette barrière électrique est surmontée, permettant qu'ils se fusionnent. Sans cela, le Soleil n'aurait ni lumière ni chaleur, et la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais émergé. L'effet tunnel explique aussi un autre phénomène fondamental, la radioactivité. Quand un noyau atomique devient instable, il peut se désintégrer, libérant des particules à très haute énergie. Mais pour que cela se produise, ces particules doivent échapper à la force nucléaire forte, la colle qui maintient les protons et les neutrons unis dans le noyau. Et devinez comment elles font. En utilisant l'effet tunnel, elles percent la barrière et s'échappent de la prison nucléaire. Cette capacité des particules à traverser l'impossible est si réelle que nous l'utilisons dans la technologie. C'est ainsi que nous avons créé les microscopes à effet tunnel. Comment fonctionne-t-il ? Une pointe métallique extrêmement fine est placée dans un environnement sous vide, très proche d'une surface atomique. Les électrons, en utilisant l'effet tunnel, parviennent à sauter cette distance minuscule et à atteindre la pointe. Mais cela ne se produit pas tout le temps. La chance qu'un électron fasse ce saut est très faible et diminue rapidement à mesure que la distance entre la pointe et les atomes augmente. Et cette diminution suit une formule très bien connue. Grâce à ces minuscules sauts d'électrons, nous parvenons à cartographier la surface de matériaux avec une précision nanométrique. Nous découvrons où se trouvent les atomes, les espaces vides entre eux. Tout cela en observant une foule de petits sauts d'électrons. Le monde quantique est ainsi. Des particules qui sont à la fois ondes et particules, qui existent en état de superposition, avec des valeurs quantifiées, des comportements incertains, et pourtant, tout cela fonctionne. Et plus que cela, tout cela est prouvé. Ces propriétés, aussi absurdes qu'elles paraissent, ont été prédites par la théorie et confirmées par des expériences à maintes reprises. La physique quantique n'est pas un voyage hallucinogène, elle est réelle, présente partout, et forme la base de presque toute la technologie moderne. Sans elle, il n'y aurait pas d'ordinateur, de téléphone portable, d'internet, de puces, de laser, de LED. La liste est immense. Tout ce que nous avons aujourd'hui, et ce qui est encore à venir, dépend de la compréhension de ces comportements étranges des électrons et d'autres particules. La physique quantique est, en même temps, un trésor de découverte et une source infinie de mal de tête délicieux. Parce que même en étant incroyablement efficace pour décrire le monde des plus petites échelles, elle nous laisse aussi ce petit goût de mystère inachevé. La sensation que la réalité, au fond, est plus profonde et plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Et pour clore cette vidéo en beauté, j'aurais beaucoup aimé parler de l'un des phénomènes les plus fascinants de la physique quantique, l'intrication quantique. Cette chose presque mystique qui montre comment deux particules, même séparées par des milliers de kilomètres, parviennent à s'influencer instantanément, comme si elles étaient liées par une sorte de télépathie subatomique. Mais en étant sincère, après avoir passé des jours entiers à me creuser la tête sur ce sujet, en essayant de comprendre chaque détail et de monter une explication décente, j'ai réalisé que je n'avais simplement pas capté toute la beauté de la chose. Et j'ai fini par abandonner, du moins pour l'instant, ou plutôt, j'ai accepté le mystère. L'intrication quantique mérite une vidéo dédiée uniquement à elle. Je le ferai certainement à l'avenir. Affronter la physique quantique, c'est parfois comme se trouver devant une construction grandiose. Elle fonctionne, elle est incroyablement efficace, mais elle est érigée au milieu d'un territoire complètement insensé que nous comprenons à peine. Et le pire, la seule façon réelle d'explorer ce paysage fou, avec toutes ses courbes et reliefs invisibles, est de parler la langue des habitants de cet endroit, les mathématiques. Et c'est là que vient la frustration. Parce que, personnellement, je n'ai pas ces outils mathématiques si affûtés.
Je n'ai que quelques images et les mots, et eux, aussi beaux ou créatifs qu'ils soient, ont une limite. Ils trébuchent, ils s'effondrent devant l'étrangeté brutale du monde quantique. Vous voulez continuer à explorer les secrets de l'univers. Si vous aimez ce type de contenu et voulez élargir encore plus vos connaissances sur le cosmos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre opinion dans les commentaires et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nos prochains contenus. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, la connaissance est un investissement au profit inépuisable.